Très bien, merci. Bozali Ebele, Bokolanda Bisso, Sotia Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Nazalara toujours. Na petite, Yakoyebi Sabino, confiance, pe fidélité, Bope Sakanacha Maloba officiel, Ndepe Sakabiso. Courage, Yako servir Bino, Natanyo, Sobozalaka na besoin, Yaba information. Devoir à domicile, les alliés, Bo partager, Bo aimer, Bo commenter. Pourquoi pas Bo s'abonner, na chaîne O et Bo Bozangata actualité, mon côté. En direct de la République démocratique du Congo, c'est bien moi votre humble serviteur Gradi Mouya, autrement dit, le fils de la promesse. Alors, na mokolo et l'autre, Kolak Sabino Bongo Ezali, compte rendu, il y a conseil des ministres et Pesami Bongo, na ministre, il y a communication et médias et porte-parole, il y a gouvernement. Patrick Mouyaya et Sengeli Boeba, conseil des ministres et Yango, Ezala qui préside, na son excellence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Baksela Kaye Mukwantombolo Kasina Katia conseil de ministre Oya vendredi 14 mars 2025 Mokonzi Yamboka Yabaki Kobeta c'était na état sécuritaire Yamboka na biso webi ke parti este Yamboka na biso ezali na nungu ya badongolo miso Mokonzi Yamboka zali toujours ko senzela lokola garant de la nation pour na kotala comment est-ce que makambo ekotambola na ngambu il y a parti est ya mboka na biso pe na kati toujours il y a conseil des ministres babeta ki lisolo oezala ki bongo ya rencontre ya ye na président Joao Lorenzo oazali bongo président ya Angola ndenge ni bakutana ki basolola ki par rapport ya oyo ba média mususu ekoloba alors tokotike la bino bolanda compte rendu il y a conseil des ministres oh il y a vendredi 14 mars 2025 et moi je vous dis déjà mesdames, mesdemoiselles et messieurs portez-vous bien au revoir. On se retrouve à la prochaine, toujours dans la même chaîne. Tcha Maloba officiel. Compte rendu de la 35e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 14 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 35e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur un seul point principal, à savoir la nécessité d'optimiser les structures existantes pour mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. Au regard de la situation actuelle de notre environnement des affaires et dans le contexte particulier marqué par la crise persistante dans l'est de notre pays et ses conséquences socio-économiques, le président de la République tient à la prise de mesures proactives, audacieuses et concertées pour favoriser le développement économique et en tirer les investissements en République démocratique du Congo. Cette période de crise, loin de n'être qu'une contrainte, constitue pour les investisseurs et entrepreneurs avertis une opportunité stratégique d'explorer des nouveaux marchés dans des secteurs porteurs de croissance tels que les industries extractives, l'agriculture, les énergies renouvelables, les infrastructures et les nouvelles technologies. Le président de la République a indiqué qu'il est crucial de tirer profit des ressources naturelles et humaines exceptionnelles en favorisant les développements des entreprises locales et en convainquant davantage d'investisseurs étrangers de s'intéresser aux opportunités d'affaires qu'offre notre pays. Pour cela, il y a lieu d'accélérer la mise en œuvre des réformes ambitieuses visant l'amélioration du climat des affaires, l'instauration de la transparence et la sécurisation des investissements, tout en assurant une harmonisation efficace des différents textes qui encadrent ces domaines. Le président de la République a insisté pour que les parcours de l'investisseur et de l'entrepreneur soient déblayés d'embûches liées notamment à la multiplicité des structures administratives intervenant dans le processus d'investissement, au poids de la bureaucratie et à l'insuffisance des infrastructures de base afin de rendre les secteurs privés plus compétitifs.
Dans cette optique, sous la supervision de la Première ministre avec le concours de son cabinet, le vice-premier ministre, ministre du Plan, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, les ministres des Finances, le ministre de l'Industrie, le ministre de Commerce extérieur, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique sont chargés d'engager une réflexion approfondie sur l'opportunité et la réussite d'optimiser nos structures existantes dans l'écosystème économique et administratif afin de mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. Cela pourrait inclure une analyse rigoureuse de la possibilité de rationaliser et d'améliorer l'efficacité des structures dédiées à l'investissement et à l'entrepreneuriat afin d'assurer une synergie bénéfique pour le développement des affaires dans notre pays. Le président de la République est revenu aussi sur la nécessité d'envisager la mise en place des guichets uniques numérisés, facilitant les démarches administratives pour les entrepreneurs, ainsi que l'intégration des solutions technologiques pour améliorer la transparence et la fluidité des processus. Il est essentiel que ces réformes passent par la valorisation de la fonction investissement et entrepreneuriat à travers les différents secteurs clés, l'accès à des financements adaptés, ainsi que par la création d'un environnement propice à la pratique des affaires, avec l'harmonisation et l'adoption des réglementations incitatives qui aident les entrepreneurs à créer des entreprises, à embaucher et à accroître leurs activités de manière durable. Le président de la République a demandé aux différents ministres concernés de se pencher sur cette problématique avec diligence et d'élaborer des propositions concrètes et innovantes qui permettront d'optimiser les parcours de l'investisseur et de l'entrepreneur afin que chaque étape contribue efficacement à la construction d'un écosystème favorable au développement des affaires et à la prospérité économique de notre pays. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la rentrée parlementaire 2025 prévue le 15 mars prochain. Elle a tenu, au nom du gouvernement, à réitérer son indéfectible loyauté au président de la République chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, et à réaffirmer sa ferme volonté à faire face aux défis actuels de notre pays. Parmi ces défis, la situation sécuritaire et humanitaire dans les zones occupées demeure au centre des préoccupations du gouvernement. D'autres défis concernent la situation économique qui continue de subir l'impact de l'agression de l'armée rwandaise et des six supplétifs terroristes du M23, sans oublier la nécessité de la prise en charge des besoins vitaux de nos populations et bien sûr la poursuite de la mobilisation de l'opinion publique pour renforcer notre unité nationale. Elle a rassuré avoir abordé toutes ces problématiques le mardi 11 mars 2025 avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils ont aussi passé en revue les différents points de l'agenda politique 2025 pour assurer une rentrée parlementaire fructueuse dans un esprit de collaboration soutenu entre nos différentes institutions. Sur un autre chapitre, la Première ministre a évoqué la mesure de suspension de l'exportation du cobalt de la République démocratique du Congo. En effet, elle a rappelé que lors de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques, des recommandations ont été formulées pour un encadrement efficient de cette mesure en vue de faire face à l'offre excédentaire sur le marché international. Parmi celles-ci, l'instauration d'un quota sur la production du cobalt et des stocks constitués au terme de 4 mois d'application de cette mesure. Ces quotas comportera 2 parties, dont la première à appliquer aux exportations et la seconde à la transformation locale du cobalt. Il a été également recommandé d'obtenir la collaboration de l'Indonésie, autre pays producteur de cobalt, afin de mieux contrôler l'offre sur le marché mondial de ces minerais et de son prix. Enfin, pour améliorer la gestion de la production artisanale, la Première ministre a rassuré que le comité de conjoncture économique a recommandé des mesures devant assurer un bon fonctionnement de l'entreprise générale du cobalt et l'autorité des régulations de contrôle des marchés de substances minérales stratégiques ARECOMS. Pour ce faire, les responsables concernés par ces actions ont été appelés à les implémenter avec célérité et efficacité. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information,
État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté l'état et l'administration du territoire qui est marqué par l'agression rwandaise et l'occupation de certaines parties de notre territoire, ainsi que l'activisme de leurs supplétifs qui occupent certaines parties dans le nord et le sud Kivu. L'état d'esprit de la population a été marqué par la tension de la population focalisée sur les efforts diplomatiques dans l'essence de la recherche de la paix durable à l'issue de la réunion du 11 mars à Luanda entre les chefs d'État congolais et angolais, l'adhésion de la population à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, ainsi que la persistance des enlèvements, assassinats ciblés et visites domiciliaires par les terroristes M23 RDF basés à Goma et à Bukavu principalement. Au plan sécuritaire, après la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rappelé qu'il a lancé officiellement à Matadi, dans le Congo central, la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et les fonctionnements des comités provinciaux et locaux de sécurité. La mise en application des différents textes légaux en cette matière pris par le gouvernement à travers le décret de la première ministre et ses mesures d'application permettra que certaines questions sécuritaires trouvent un début de solution. Toujours au Congo central, il y a étendu officiellement l'opération Ndobo au regard des résultats encourageants récoltés à Kinshasa. 114 présumés criminels ont déjà été arrêtés et seront bientôt jugés en procédure de flagrance. La province du Haut-Katanga sera la prochaine étape de cette opération. Toujours sur ces chapitres, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui est revenu, lui, principalement sur ce qui se passe sur les terrains des opérations, où il a indiqué sur le front nord, les forces armées de la République démocratique du Congo, malgré la posture des agresseurs rwandais, continuent à bloquer leur progression vers Lubero, Butembo et Beni. Sur le front sud, suite à l'échec de leur progression vers le territoire de Lubero, la coalition RDF M23 avec des forces spéciales a concentré ses forces sur l'axe Masisi-Walikale dans les buts de conquérir des localités importantes de ces territoires et d'étendre son influence. Les FARDC opposent une résistance à ces tentatives ennemies. Au sud Kivu, il a aussi abordé l'attitude de forces armées de la République démocratique du Congo devant les attaques de l'ennemi. En Ituri, ils poursuivent sans relâche leurs opérations contre les groupes armés pour le retour de la paix dans cette province de la République démocratique du Congo, particulièrement à Tchomia, au bord du lac Albert, en territoire de Djougou, épicentre de la violence contre les populations civiles. Dans la partie ouest, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de franchir un nouveau cap vers le retour de la paix dans cette région en réussissant à détruire les bastions les plus importants des insurgés Mobondo, réduisant ainsi sensiblement leur capacité de nuisance. En plus des actions coercitives, des actions civilo-militaires sont également mises en œuvre pour favoriser la réconciliation entre le peuple. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé a, avant de présenter la situation de manière globale, s'est apaisanti sur la situation sanitaire de provinces qui sont des villes et des localités des provinces qui sont actuellement sous occupation de l'armée rwandaise. En effet, au Nord Kivu, du 3 au 8 mars 2025, il est signalé 5 nouvelles admissions des blessés dans des formations sanitaires de Goma, ramenant le cumul à 5588. Aucun nouveau décès intra-hospitalier n'a été enregistré, soit un cumul inchangé des décès intra-hospitaliers à 1573. Pour appuyer les efforts du gouvernement, l'Union européenne a mis à disposition des services sanitaires 44 tonnes de médicaments, mais qui se trouvent pour le moment bloqués à la frontière du pays agresseur. Au sud Kivu, il a été signalé du 3 au 9 mars 2025 une seule nouvelle admission des cas des blessés à l'hôpital provincial de Bukavu, portant les cumuls à 1144 blessés et aucun nouveau décès intra-hospitalier n'a été enregistré, les cumuls étant à 29 à ce jour. Et durant cette semaine, on a enregistré 120 cas suspects de choléra dans les zones de santé d'Ouvira et Ruzizi, dont 75% sont des militaires et 5 décès. Revenant sur la situation épidémiologique,
épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a indiqué que par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 9e semaine est marquée par une augmentation de cas suspects de 1918 à 2138. Sur un autre registre, il a informé le Conseil de la notification dans les territoires de Bassam-Koussou depuis le mois de février 2025 des cas de maladies fébriles avec suspicion d'une intoxication d'origine non encore déterminée. Du 3 au 10 mars 2025, il a été enregistré 331 nouveaux cas et un décès. Le ministre de la Santé a également présenté la situation du choléra ainsi que celle de l'hôpital du cinquantenaire pendant au Conseil d'État. Organisation d'une session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État dans certaines provinces éducationnelles. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a présenté au Conseil la note d'information relative à l'organisation d'une session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 dans les provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et du Sud Kivu 3 afin de garantir l'inclusivité de tous les candidats. Ainsi, au terme d'une réunion de concertation tenue du 10 au 12 mars avec les inspecteurs provinciaux principaux en charge de provinces concernées, il en est ressorti la décision d'organiser une session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 à la date du 25 mars au bénéfice des 619 candidats de 3 provinces éducationnelles précitées. Note d'information relevant du secteur des finances. Le ministre des Finances a présenté au Conseil deux notes d'information. La première portant sur l'état des lieux de la réforme de la facture normalisée. Il a indiqué que cette réforme fiscale vise à assurer le suivi en temps réel de la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée par les opérateurs économiques et l'évaluation de leur chiffre d'affaires. À ces jours, sur les 4 phases de la réforme prévue, 2 premières phases ont été parachevées. La première année de la mise en œuvre de cette réforme a été marquée par la mise en œuvre des préalables à la réforme. Le 3e trimestre de l'année 2024 a permis de donner un coup d'accélérateur à cette réforme. À ce stade, la quasi-totalité de toutes les activités préalables au lancement de la phase de généralisation aux assujettis de la TVA ont été réalisées. Il s'agit en particulier de l'achèvement de travaux sur le data center qui est pleinement opérationnel et accessible depuis fin février 2025, ce qui a permis de passer dès à présent en mode de production consistant à l'usage par les opérateurs de leur NIF réel. Au deuxième point concernant l'état des lieux sur la réforme, sur la rationalisation de la parafiscalité congolaise, dans la perspective de rationaliser la parafiscalité congolaise, confrontée à une prolifération des taxes parafiscales, alourdissant et complexifiant les systèmes fiscaux globaux, le ministre des Finances a rappelé qu'un atelier relatif au reclassement des organismes auxiliaires a été organisé en février 2023, suivi d'une mission relative à l'inventaire et à la collecte des actes juridiques générateurs des recettes des organismes auxiliaires en juin 2023. Fort des résultats obtenus, il a été proposé la création d'un cadre permanent de mutualisation d'efforts des services concernés pour mener à bien cette réforme cruciale. Dès la série des réunions tenues, un projet d'arrêté interministériel portant création, organisation et fonctionnement de la commission permanente interministérielle chargée de la rationalisation de la parafiscalité a été élaboré et cette commission permanente aura diverses missions, dont celle de la conduite de la réforme, mais aussi celle consistant dorénavant à donner son avis préalable sur tout projet de création d'une nouvelle perception parafiscale suivant l'esprit de la LOFIP. Les différentes étapes clés de cette réforme ont aussi été expliquées. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de Mines a informé les conseils de mesures prises pour contrer l'exportation illégale des minerais du Nord Kivu et du Sud Kivu par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Au nombre de ces mesures, il y a la déclaration des Rouba et Nambiboué comme sites miniers rouges, l'exigence de la suspension de l'octroi des certificats CRGL aux exportations rwandaises, l'exigence de la saisie et de la confiscation des minerais exportés à partir du Rwanda. Ces actions entreprises visaient les objectifs suivants. 1. Forcer la CRGL à agir conformément à ses propres normes par un audit de toute la chaîne d'approvisionnement du Rwanda qui devra remonter à la source depuis situé en République démocratique du Congo. 2. Obtenir la suspension
suspension de l'octroi des certificats d'origine aux exportations en minerais du Rwanda en attendant les conclusions de l'audit. 3. Obliger le Rwanda à ouvrir sa chaîne d'approvisionnement à une surveillance internationale indépendante. 4. Mettre les importateurs finaux au niveau mondial dans l'incapacité juridique de s'approvisionner à partir du Rwanda. Le ministre des Mines a salué la série de réactions positives des différents acteurs internationaux à la suite de ces actions menées, notamment les sanctions contre James Kabarebe et les porte-paroles du mouvement terroriste M23, ainsi que la décision du Conseil de l'Union européenne visant les réexamens du protocole d'accord sur le minerai stratégique avec le gouvernement rwandais. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a quant à lui informé le Conseil de l'invention par un génie congolais d'un avion école breveté en France. La spécificité de l'invention de l'ingénieur KBA Modianvita Alain David de la catégorie des avions légers et sa cabine spécifique équipée d'un simulateur utile pour la formation des pilotes d'avion depuis l'étape initiale jusqu'au seuil de la première qualification des types d'apprenants avant l'entrée dans les transports commerciaux. Il est affirmé dans les brevets d'intervention d'Erséné que cette invention pallie aux insuffisances de mise en pratique qui, généralement, causent la faiblesse dans la maîtrise des apprentissages, lesquelles faiblesses sont essentiellement dues au manque d'un outil véritablement dédié à la formation et au pilotage et qui assurerait une réelle continuité technologique entre les avions utilisés pour la formation et les avions utilisés pour le transport de passagers. De ces points de vue, cette invention est d'une valeur technologique inestimable et devrait profiter à l'État congolais dans sa quête d'émergence technologique, économique et sociale dans l'aéronautique, autant que les autres modes de locomotion et de transport. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. État des lieux du débarcadère intégré de Kinkole. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a dressé l'état des lieux du débarcadère intégré de Kinkole et a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de sa valorisation. Il a rappelé que dans les cadres de la mutualisation, de la matérialisation de la promesse du président de la République faite aux pêcheurs, un contrat a été signé entre son ministère et la société Best Building Company pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un embarcadère intégré. À ce jour, le ministre de la Pêche et l'Élevage a déjà reçu du gouvernement une bonne partie du financement et les travaux avancent plutôt bien. Tout est donc mis en œuvre pour que les secteurs de la pêche artisanale qui évoluent jusque-là dans les domaines de l'informel puissent progressivement migrer vers le formel. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 34e réunion tenue les vendredis 7 mars 2025. Au quatrième chapitre relatif à l'examen à l'adoption des dossiers, le vice-premier ministre de l'Intérieur a soumis au Conseil les dossiers relatifs à l'organisation du prochain Forum national des affaires coutumières. De manière globale, appuyé par le vice-ministre chargé des affaires coutumières, le FNAC poursuit l'objectif d'améliorer la gouvernance coutumière et l'intégration de peuples autochtones pygmées en vue de rétablir l'autorité de l'État, stimuler les développements locaux et promouvoir la paix, l'unité et la concorde en République démocratique du Congo. Ces forums s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du président de la République, consigné dans son discours à la nation prononcé devant les deux chambres réunies en congrès les 11 décembre 2024 dernier. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. L'autre dossier concernait le projet d'accompagnement Congosat et Secure Data RDC. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a soumis au Conseil la proposition d'une société italienne visant à accéder à un financement structurel non remboursable de l'Union européenne au bénéfice du projet Congosat et Secure Data et système de traitement des services de transmission sécurisés. Ces derniers tiennent du domaine des infrastructures et des communications dont les pays a grandement besoin, surtout dans les domaines des données satellitaires. De ces faits, l'Institut
géographique congolais et le Centre national des télédétections sont à l'occurrence les grands bénéficiaires de première main de cette organisation. Toute institution de notre pays voulant bénéficier d'une plateforme de transmission des données sécurisées à des fins de recherche institutionnelle pourrait utiliser une vraie dorsale de télécommunication avec des mailles dans le futur extensibles dans tous les pays. Compte tenu de l'urgence, il a sollicité des habilitations du gouvernement afin de soumettre par voie diplomatique à travers notre ambassade en Belgique la proposition dont question. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 5 textes ont été soumis. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil 2 projets de textes pour examen et délibération. Il s'agit respectivement du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo pour une période de 15 jours prenant cours à partir du 23 mars 2025. Projet des décrets portant mise en place d'une gestion informatisée et numérisée des procédures judiciaires au sein des tribunaux de commerce et des chambres commerciales de cour d'appel. Cette mesure fait partie des réformes implémentées par le gouvernement dans les secteurs de la justice. Après débat et délibération, ces textes ont été adoptés. Projet d'ordonnance. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a soumis au Conseil pour examen et approbation un projet d'ordonnance portant mesures conservatoires relevant du secteur foncier sur la partie du territoire de la République démocratique du Congo sous état de siège et dans les zones sous occupation par les groupes armés et autres forces négatives. Elle a rassuré avoir tenu compte de la recommandation à sa proposition, du reste faite lors de la 17e réunion du Conseil de ministres. Ces mesures conservatoires, a-t-elle rappelé, visent à sauvegarder l'intégrité du territoire national, à affirmer les attributs exclusifs de l'État en matière de propriété foncière et à protéger le patrimoine foncier et immobilier de l'État, des particuliers et des communautés locales déplacées à la suite de l'insécurité créée par les différentes forces négatives œuvrant dans ces espaces. Après débat et délibération, ce projet de texte a été adopté. Dernier texte soumis au Conseil de ministres de ce jour, le ministre des Finances a soumis au Conseil 2 projets de loi pour examen et approbation. Le premier, c'est le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ce texte vient combler les lacunes non prises en charge par les dispositions de la loi congolaise, lesquelles lacunes ont été identifiées par les GABAC et confirmées par le GAFI. Elles portent notamment sur l'incrimination du financement du terrorisme, les devoirs de vigilance à la clientèle concernant les secteurs financiers et non financiers, la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, les déclarations d'opérations suspectes ainsi que la conservation des documents par les assujettis. Remédier à ces lacunes a pour objectif de sortir notre pays de la liste grise du GAFI dans les délais. En même temps, ces textes favorisent l'échange d'informations entre la CNRF et les autres cellules de renseignement financier en vue d'obtenir son adhésion sollicitée au groupe Egmont. Projet de loi portant organisation et fonctionnement des marchés boursiers en République démocratique du Congo. Ces textes répondent à la nécessité de doter notre pays d'un cadre juridique et institutionnel moderne et adapté aux exigences d'une bourse de valeurs mobilières et d'une bourse de marchandises efficace et transparente. Il vise à favoriser la mobilisation de ressources nécessaires au financement des investissements, au développement du secteur privé et à l'accélération de la croissance économique. La surveillance et la régulation des opérations sur les marchés boursiers sont placées au cœur de cette loi, grâce notamment à l'institution d'une autorité des marchés financiers qui veille à l'application des dispositions légales et assure le bon fonctionnement aussi bien de la bourse des valeurs immobilières que la bourse de marchandises.
Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Avant de clôturer le Conseil de ministres de ce jour, comme de coutume, le président de la République a rappelé sa détermination à mettre tout en œuvre pour que nos populations qui sont actuellement sous occupation puissent être libérées très rapidement. Commencé à 15h13, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h19. Je vous remercie.